petit hommage de Eduardo Lourenço qui est décédé en décembre 2020. Alors bonjour, merci d'être venu pour cet hommage à Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço qui est toujours un des grands noms de la littérature et de la pensée du Portugal et de la France et de notre Europe, un des plus grands noms de l'intellectualité européenne. Donc, il était portugais, mais il a passé une partie très importante de sa vie ici en France, et donc il est devenu aussi un des grands noms des lettres et de la pensée française. Et c'était vraiment un intellectuel, quelqu'un qui aimait la connaissance et la réflexion sur tous les domaines de notre vie. Moi, j'ai eu la chance de le connaître, de partager quelques moments avec lui, parce que j'étais consul du Portugal à Major-sur-Marne entre 2004 et 2008, et après consul général à Paris. Et donc, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, notamment à l'ambassade du Portugal à Paris. Et c'était toujours un énorme plaisir de l'écouter. Voilà. Pas vraiment de discuter avec lui parce qu'il avait une capacité hors normale de réfléchir sur les questions et les problèmes de notre monde. Donc c'est pour moi vraiment une énorme fierté de pouvoir participer de cet hommage à Eduardo Lourenço, surtout parce qu'il est décédé l'année dernière. Mais comme tous les grands penseurs et toutes les personnes qui ont produit, qui ont une œuvre publiée, il sera toujours avec nous, et ses pensées, ses idées, ses réflexions continueront à nous servir aussi pour orienter un peu notre vie et notre société. Donc voilà, je donne la parole au comité Sousa Mendes et aux éditions Escampette qui organisent cette session dans le cadre de la saison croisée France-Portugal. Une saison qui anime et qui partage un peu de la culture portugaise ici en France et aussi la culture française au Portugal pendant toute cette année 2022 et qui nous a déjà apporté plusieurs événements culturels dans le domaine de la danse, de la musique, des arts plastiques, mais aussi, et moi je trouve ça très important, dans le domaine de la littérature. Je passerai la parole à la présidente du comité Sousa Mendes et je vous remercie vivement d'être présent. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup pour votre présence. Là, je vais parler au nom du comité. C'est à l'initiative du comité Rigide Sousa Mendes et des éditions Escampette. Cet hommage à un grand homme, un grand humaniste, monsieur le consul en a parlé, un grand philosophe, un grand, tout simplement. Donc nous sommes très fiers d'avoir commencé cet hommage fin juin à Montmorillon et à Chamousset. Et aujourd'hui, ici, à la Halle des Chartrons, dans le cadre du Salon du Livre, la deuxième édition organisée par le Consulat du Portugal, cet hommage continue. Et on vous donnera aussi rendez-vous en octobre parce qu'elle va aussi continuer. Cet hommage à ce grand homme qui était un visionnaire, qui a anticipé tout ce qui est en train de se passer. Nous en parlerons tout à l'heure lors des lectures et de vos différentes interventions que je pense que vous ferez, je l'espère en tout cas. C'est un homme de culture, c'est un homme de frontières,
C'est un homme que j'ai eu le privilège de rencontrer pas autant de fois que Manuel Diaz et que Sylviane, mais lors d'un dîner, donc il y avait une certaine intimité. Moi, j'adore parler. J'ai passé une soirée à boire, à manger ses paroles, ses mots. Et quand je lui ai dit, écoutez, j'aimerais tellement vous dire plein de choses, mais je n'arrive pas, ça ne sort pas. Et donc, il m'a dit tout simplement, mais je sais ce que vous êtes en train de dire à l'intérieur de vous-même. Je vous comprends, je sais, je le ressens. Voilà, c'était un homme qui était du dehors et du dedans, comme nous tous et nous toutes qui vivons à l'étranger. Nous sommes à l'intérieur, nous sommes au Portugal, nous sommes un peu partout à l'extérieur. Et cette dualité nous enrichit, nous inquiète, nous préoccupe, mais nous fait avancer. Donc, je profite du moment aussi pour un autre grand homme et grand ami de Eduardo Lourenço, notre feu président Georges Sampaio, qu'il côtoyait, il a dit ceci. Et je voudrais partager ça avec vous. Nous savons tous que la culture, en tant que création, présuppose une liberté totale et adverse au dirigisme de l'État. Dans une période où tout est permis, on a l'impression que tout est permis, qu'on peut tout dire, il faut quand même se questionner, effectivement, si on peut tout dire. Et ce qu'on dit, c'est vraiment, si on est libre de le dire. Voilà, donc pour finir, je vais passer pour faire la transition avec nos acteurs, Valentine et Guy Lenoir, qui vont nous lire Eduardo et Montaigne. Je vais juste vous lire ça. Bien qu'ayant vécu hors de son pays, Eduardo Lourenço a toujours maintenu une liaison permanente et étroite avec la réalité culturelle, historique et politique portugaise. Il développe une véritable pensée de la littérature, une pensée qui procède toujours du mouvement de multiples intersections entre le conceptuel et le non-conceptuel, entre la philosophie et la métaphore, entre la totalité et l'infini. Ses essais parcourent l'histoire littéraire des 19e et 20e siècles, sans cesser de faire des incursions dans le temps et dans l'espace, jusqu'à Camões et Montaigne. On va écouter Eduardo Lourenço et Montaigne, Valentine et Guy Lenoir. Merci d'abord à Sylviane et à Manuel de nous avoir choisis, hein, n'est-ce pas? Valentine Cohen, Guy Lenoir. Donc on va vous lire des extraits du texte que vous avez ici à l'édition L'Escampette, édition 2014, enfin la création 2014. Tu vas nous en entendre tout à l'heure, je pense, n'est-ce pas? Donc Montaigne, ou la vie écrite, par Eduardo Lourenço. Il y a un chant. Ça commence comme un chant. Ça commence parce que la vie est vivante et qu'on a envie de partager ce texte avec vous. Si Montaigne ne savait pas qui il était, et si, pour le savoir, il s'est mis à s'écrire, il savait qu'il était. Peu d'hommes avant lui, et encore moins après lui, l'ont su avec autant de force. Pas même saint Augustin, ni Pétrarque, ni Dieu, ni l'or ne furent ses muses. Peut-être fut-il le premier homme de l'Occident à ne pas avoir de muse. N'ayant trouvé nul autre que lui-même sur son chemin, il a converti
L'interminable étonnement de cette rencontre en écriture. Montaigne a été le plus seul et le moins seul des hommes. Sans se l'avouer, il a retourné l'angoissante injonction de saint Paul. Pas question de se libérer de son corps de mort. Ce corps de mort ne le déporte pas vers des issues sublimes, vers des troisièmes cieux, où on se libère de soi dans des ravissements. De l'extase. Sa mort est chevillée à son corps et il ne détachera jamais ses yeux de son double muet. La regardant en face, autant qu'il est permis, il fera d'elle son ombre portée, l'interlocuteur silencieux et avide, jamais las de sa curiosité infinie. Son ombre portée, l'interlocuteur silencieux et avide, jamais las de sa curiosité infinie, de ce dialogue souterrain avec sa propre obscurité. Montaigne retirera le plus vivant des livres. Un livre sans généalogie, à la descendance innombrable. Peu d'écrivains peuvent se prévaloir d'avoir inventé un genre littéraire destiné à une aussi prodigieuse fortune. Mais l'invention de l'essai n'est pas seulement un événement d'ordre littéraire, une trouvaille heureuse parmi d'autres à mettre à côté de la confession, du journal intime ou des lettres. On tient à juste titre les essais pour le lieu écrit, ou le journal de bord d'une aventure plus inouïe que celle de Colombe, la découverte de l'homme comme étant sa propre Amérique. De l'inconnu dans l'ordre géographique, nous serions arrivés à un continent bien plus inconnu, nous-mêmes. En nous regardant ainsi pour la première fois, avec des yeux nouveaux, nous découvrions que jamais aucune terre mystérieuse ne nous offrirait plus d'énigmes que l'homme. Dans sa généralité, cela est vrai, mais en ce sens aussi, l'Amérique humaine n'avait pas besoin d'être découverte. Sur l'homme, l'humanité en a toujours su long. À vrai dire, tout, ou si l'on préfère, rien. Qu'ignorions-nous dans le domaine de la psychologie humaine ces tours et détours que les livres sacrés, les tragédies, la poésie de tous les temps ne nous eussent déjà appris? Montaigne, plus que tout autre, s'est abreuvé de ce savoir, faisant à travers lui le premier voyage conscient de la modernité à ses sources vivantes. Parfois, les essais ressemblent à de simples notes de lecture à poser en toute liberté en marge de cette sagesse devenue soudain contemporaine, exempte de la pédanterie humaniste à laquelle même les grands, comme Erasme, n'ont pas échappé. Ne nous trompons pas. Montaigne n'est pas un romantique, il n'a pas envie de revenir sur ses pas, même par jeu, à la façon de Machiavel, se transportant tous les soirs en imagination à Rome. Montaigne fait corps avec son temps. Les livres des anciens l'entourent, devenu le décor accessible de l'homme cultivé. Il prend là où ils sont. Il les fait siens, sans être envoûté par eux, comme le futur héros du temps de la fiction pure, Don Quichotte. En s'imprégnant de la sagesse antique aux multiples visages, il apprend effectivement l'homme, comme on découvre un continent. Cette découverte aurait pu l'éloigner à jamais de lui-même, comme cela est arrivé à tant d'humanistes avant et après lui. Heureusement, son génie l'a sauvé des pièges de l'universalité, celle de la sagesse antique ou de la connaissance moderne. D'instinct, il choisit la singularité, non par le vain besoin de se sentir l'unique, non, mais parce qu'il y trouve une source inépuisable, non seulement d'étonnement, mais d'une sorte de bonheur, comme s'il existait ainsi deux fois au lieu d'une. À vrai dire, il n'a même pas choisi, il a été choisi à la fois par une culture travaillée, par une curiosité nouvelle, déjà faustienne, et une éducation privilégiée, joyeuse, sans contrainte. Il n'a pas tardé à connaître sa singularité de son cas,
à jouir de sa particularité, à l'affronter aux autres, jusqu'à convertir ce jeu en vocation. Sans l'ironie vis-à-vis de soi-même et le bonheur de se sentir, de se voir vivre, un tel jeu sombrerait vite dans les eaux mortelles du narcissisme. Le miracle de Montaigne, c'est qu'il parle de lui sans se prendre pour le centre du monde, comme un enfant qui emprisonne toute la lumière du soleil dans son petit miroir. Selon un mot de Cocteau, la grande spécialité des écrivains, au moins dans les moments de détresse générale, consiste à convertir leur faiblesse en sagesse universelle. Le mot porte loin. Peut-être s'applique-t-il au genre humain en général. On pourrait croire qu'il s'applique plus qu'à tout autre. À celui qui fut, au fond, le premier écrivain, car il n'a rien fait d'autre que s'écrire, mettant en scène avec une adresse à la fois discrète et infaillible, non le fameux tas de secrets, sans portée universelle, mais l'étendue presque joyeuse de ses faiblesses. Seulement voilà. Ce moderne, anti-moderne qu'est Montaigne ne relève pas de complexe de Narcisse. Le regard porté sur la diversité de ses faiblesses, avoué sans honte, ne visera jamais à l'exemplarité ni au scandale. Ce sera un constat. Rien que dans une perspective humaniste ou humanisante, nous puissions ranger sous l'obscur et terrifiant concept de sagesse universelle. Son dragon à lui, c'est justement l'universalité, ce rêve d'une connaissance ou d'une éthique qui dégagerait la lumière irréfutable du vrai et du bien. Montaigne n'est pas Diogène, qu'il salue au demeurant, aussi affranchi puisse-t-il paraître de la loi non écrite, nous faisant obligation de tenir compte du regard des autres et du lien social. Montaigne respecte le jeu du jeu social, de la règle du jeu, pour mieux préserver son jardin privé et contempler à loisir le spectacle jamais décevant ou épuisable que le moi s'invente avec tout ce qui le trouble. Mais cette maîtrise ne dessine pas les contours d'une quelconque sagesse réelle ou virtuellement universelle. Montaigne se trouve à la fin du siècle qui a inventé l'idée d'utopie et en a rêvé plus qu'aucun autre auparavant. Apparemment, il n'a pas échappé à la séduction de l'utopisme, et son célèbre texte sur les cannibales pourrait même nous amener à le faire figurer dans la galerie humaniste des utopistes. On ne s'est pas privé de le faire. Jusqu'à maintenant, on associe son nom au mythe du bon sauvage, comme on associe à juste titre celui de Platon à l'allégorie de la caverne et du mythe d'Ève. Pourtant, à y regarder de plus près, le fameux passage sur les cannibales n'a pas grand-chose à voir avec une bonté naturelle de portée universelle. Il illustre ironiquement, par contraste, la relativité de notre sagesse humaniste, simple mirage ou projection de l'héritage européen érigé par ignorance ou orgueil en paradigme universel. Il est vrai que sous l'amour et même l'engouement de Montaigne pour le naturel, on peut voir pointer la rêverie universaliste d'une innocence déjà toute rousseauiste, ou même l'universalisme paradoxal de la pensée sauvage, née de la mise à mort de l'idée même de sagesse universelle. N'arrachons pas Montaigne à son temps. Autrement dit, on commettrait un abus en le situant dans la lignée mythique des contempteurs de la civilisation occidentale dont il serait l'éminent précurseur. Montaigne joue en marge. Consciemment, en marge. En marge de l'idée que sa vérité puisse être entendue et être appréciée au-delà du lieu tout à la fois réel et symbolique où le destin l'a placé. Quelques siècles plus tard, dans un éclairage froid et romantique, on appellera ça de l'égotisme. Les essais, pourtant, ne sont pas des souvenirs d'un égotiste, car ce ne sont pas des souvenirs, mais l'immersion dans la clarté naturelle du présent, circonstance renouvelée des choses, des êtres,
ou des événements qui nous entourent, mais aussi des livres qui n'ont pas encore de véritable histoire. Cicéron, Sénèque ne sont pas des fantasmes tapis dans l'ombre sacrée de la bibliothèque de Babel. Ce sont ses compagnons de table, des interlocuteurs disponibles qui ont, par surcroît, le don de ne pas déranger. Montaigne se laisse lire par eux plus qu'il ne les lit. Ce qu'ils lui fournissent, c'est un miroir commode qui peut emporter partout, ajoutant à sa déambulation de voyageur sans hâte l'écho indéfiniment repris d'une conversation imaginaire jamais interrompue. À ce titre, il fut peut-être le premier lecteur, celui qui lit comme lit un enfant pour le plaisir, pour rien. À vrai dire, Montaigne n'apporte rien de nouveau à l'ordre de la connaissance, à l'ordonnance des choses, des êtres, à la confusion réglée des rites. Il se limite à déplacer le regard qu'on porte sur tout, en s'offrant des armées, autant qu'il était en son pouvoir, au discours éparpillé et silencieux que le monde lui renvoie. On peut voir dans cet art, si on tient à le prendre ainsi, la ruse suprême de celui qui ne veut pas être dupe. On peut considérer cette stratégie comme le comble de la roublardise, ou même y percevoir, sinon de la perversité, du moins une certaine forme de couardise devant le réel. Trop absurde, trop confus, trop violent, le défi représenté par le monde, la société, la bêtise humaine l'aurait engagé dans cette logique du repli, où muré dans sa fameuse tour, il repousserait sans danger les assauts de la réalité. De la réalité. De la réalité. Les assauts de la réalité. Les assauts de la réalité. Fin de la première partie. Tout d'abord, merci Valentine et merci Guy. Allez, juste que ça va. Alors moi, je ne vais pas vous parler de Montaigne. Eduardo Lorenzo le fait bien mieux que je pourrais le faire. Je vais vous dire quelques mots. Je vais tenter de vous dire quelques mots d'Eduardo Lorenzo, qui était d'une certaine manière une intelligence comme Montaigne, une intelligence à la fois joyeuse et sans contrainte peut-être, une intelligence curieuse également. Alors, en quelques mots, vous dire combien la rencontre avec cet homme et cet esprit, cette intelligence, Eduardo Lorenzo, j'aurai le plaisir d'offrir à ceux et celles auxquels je ne l'ai pas encore offert cette petite brochure qui a été composée récemment, justement pour le présenter, et dans lequel je témoigne également de notre rencontre en 1988, la première rencontre avec cet homme à Paris dans le cadre des Belles étrangères Portugal. C'était une manifestation à l'époque organisée par le ministère de la Culture et le Centre national du livre. Et la rencontre avec Eduardo Lorenzo a marqué ma vie, et non seulement devenu un très grand ami, mais il a aussi marqué l'histoire de la maison d'édition dont j'assure aujourd'hui, je continue d'assurer la responsabilité, la direction, et maison d'édition L'Escampette qui a eu le privilège, l'honneur de publier plusieurs des livres d'Eduardo Lorenzo. Je rappelle que nous ne sommes pas les seuls, et je souhaite rendre hommage aussi à deux autres maisons d'édition qui ont publié Eduardo Lorenzo et qui ont contribué à faire connaître en France, à promouvoir cette grande pensée lumineuse en France, les éditions Chandaigne et Anne-Marie Métayer. Puis il y a également un recueil de textes disponible chez Gallimard. Alors Eduardo Lorenzo, on le trouve dès la naissance de la maison d'édition L'Escampette, maison d'édition qui avait publié un livre d'amour, en quelque sorte, dédié à Porto, un livre que j'ai organisé en 1990, qui est paru
en 1991 et pour la parution duquel la maison d'édition a été créée, l'Escampette. Et déjà dans ce livre, on trouve un texte d'Edouard de Lourenço. Et puis le deuxième livre de l'Escampette, je prends cet exemplaire avec émotion parce que c'est le dernier exemplaire disponible, après il n'y en aura plus, de cette édition 1992, qui a permis la publication de ce texte lumineux, écrit en français, dont nous venons d'entendre déjà un extrait, et d'autres extraits seront lus dans quelques minutes. Donc, avec un texte également de Pierre Bottineau, qui était alors directeur de la bibliothèque de Bordeaux. Et Pierre Bottineau fait partie de ces grands connaisseurs de Montaigne qui ont dit que ce texte d'Edouard de Lourenço, écrit à ma demande en français, qu'il n'a jamais su traduire en portugais, je crois qu'il est toujours non traduit en portugais, était sans doute un des textes les plus lumineux, les plus intelligents, les plus brillants, jamais écrits et jamais dédiés à l'œuvre de Montaigne. Mais dès l'année qui précédait la publication de ce livre, donc en 91, dans ce livre, il y avait un texte d'Edouard de Lourenço consacré à Porto, et je vais vous en lire un passage, parce que je crois qu'on entend dans sa langue tout le génie de son esprit, et là en particulier, lorsqu'il parle de Porto, il dit « Porto est notre grand village à nous. Son nom est connu du monde entier, mais seuls nous, les Portugais, savons de science certaine que cette ville, berceau de notre pays et de notre nom, se trouve réellement au Portugal. D'une certaine façon, elle est à elle seule le Portugal, dans ce que ce pays a d'altier et de rugueux, de plus spécifique aussi, archaïque et cosmopolite à la fois. Ce qui m'a toujours fasciné avec Edouard de Lourenço, parce que moi qui suis française, dont le nom n'a rien à voir avec le Portugal, mes origines familiales, il n'y avait aucune raison que je m'intéresse comme je me suis intéressée au Portugal depuis 35 ans. J'aurais dû aller plutôt vers l'est de l'Europe, si j'avais dû chercher dans des origines étrangères qui ont marqué ma famille. Pourquoi une Française comme d'autres, Français et Françaises, je pense à Michel Chandel et d'autres, à un moment donné de leur vie croisent ce pays, sont fascinés et leur vie bascule. Et on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, voilà, moi je ne serais pas du tout la même personne si je n'avais pas, il y a plus de 35 ans maintenant, rencontré ce pays et sa littérature. Et pourquoi je suis toujours aussi fascinée, aimantée en quelque sorte par ce pays et par ce que j'appelle sa singulière tonalité, ou sa singulière couleur, ou voilà, une espèce de singularité propre à ce pays. Et si j'ai tellement dialogué avec Edouard de Lourenço, c'est parce que je pense que parmi tous les écrivains intellectuels que j'ai eu la chance, le privilège de côtoyer, de rencontrer, d'inviter souvent ici à Bordeaux, ce qui fut le carrefour des littératures, il est certainement celui qui s'est approché le plus du mystère et pour répondre justement à ce questionnement, qu'est-ce que c'est qu'être portugais, qu'est-ce que c'est d'être portugais en quelque sorte. Et je poursuis son texte, un bref extrait de son texte. Si Lisbonne est la ville du songe, la ville d'Ulysse, notre réalité voyageuse dispersée aux quatre coins du monde, Porto est le bateau qui n'est jamais parti, même si ont afflué vers lui aussi tant de candidats au départ. Le bourg commerçant du Moyen-Âge, la ville industrieuse du XIXe siècle, fut en quelque sorte la capitale du Portugal émigrant, du nord surpeuplé, opposé au sud, qui s'écoulait vers le large, mais qui souvent trouvait à Lisbonne même son Brésil ou son Afrique. Et un peu plus tard, il évoque, un peu après, il parle de la mythologie privée des Portugais. Et c'est à ça que je voulais arriver, parce que je crois que vraiment une des clés, alors bon, je ferai bien beaucoup plus de temps, une des clés pour répondre à cette question qui reste ma question pour ma relation, moi, avec le Portugal, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache autant? Je pense que ça vient aussi de ces mystérieuses mythologies. Alors, il y a un livre, Mythologie de la Saudade, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu, publié chez Michel Chandaigne, qui est révélateur sur ce qu'est l'être profond du Portugal. Dans notre mythologie privée, Porto jouit d'un statut tout particulier. Il est moins la capitale du Nord qu'une sorte d'anti-capitale, non pas tant à cause d'une quelconque rivalité entre les deux villes, que par le fait que Porto n'a connu ni le destin impérial de Lisbonne, ni un destin vraiment national.
Porto est par excellence la ville portugaise, la ville provinciale, orgueilleuse de l'être, avec ce mélange typique de ville et de campagne qui tente aujourd'hui à s'effacer. Alors ça, c'est sur Porto. Mais ce que je voulais, c'est introduire cette idée des mythologies portugaises, parce que, et là, il va sans cesse revenir, sans cesse écrire sur ce thème-là, et de manière souvent éblouissante, lumineuse. Alors, juste quelques petits extraits pour vous donner envie de, si vous ne l'avez pas encore suffisamment lu, de lire Eduardo Lourenço. C'est pas normal qu'on ne lise pas autant, enfin pas plus en France. Dans le petit livret là que j'ai organisé, un très grand ami, également un autre très grand ami, grand intellectuel, Alberto Manguel, qui vit maintenant à Lisbonne, il est en train de, avec la mairie de Lisbonne, de faire naître le Centre international d'études et de recherche sur l'histoire de la lecture. Donc Alberto Manguel, dans un récent article qui a d'abord été publié par l'Expresso en mars, et puis qui a été repris en français dans le Courrier international, Alberto Manguel dit de ses échanges avec Eduardo Lourenço, c'était une affinité mutuelle, il avait une intelligence capable de rendre claires les idées les plus complexes, un homme d'une générosité extraordinaire. S'il avait été britannique, américain ou allemand, on parlerait de lui dans le monde entier. Un des péchés de la culture anglo-saxonne, c'est son aveuglement devant des personnalités comme Eduardo Lourenço. Ils pensent que la culture s'arrête aux frontières de leur langue. Tant pis pour eux. Donc c'est vrai que j'ai replongé pour préparer ces hommages, ce petit livret, dans les livres de Lourenço, dans les textes de Lourenço, certains je ne les avais pas lus depuis 25 ans, et j'ai été d'abord prise de vertige, éblouie, et puis j'ai envie d'ailleurs de peut-être engager de nouveaux chantiers pour que d'autres textes soient traduits, publiés, et on s'engagera, même si c'est un peu folie que de faire ça avec une toute petite maison d'édition, mais on essaiera. Eduardo a vraiment interrogé ce mystère portugais, ces mythologies forgées aussi et nourries de l'histoire portugaise, et on le sait combien, si on connaît un peu la littérature portugaise, combien ça vient alimenter même la littérature contemporaine, la poésie, ou tout autant, je pense à Alberto, le poète portugais, que les romans de Bantunas ou d'autres, enfin, et donc en particulier l'expansion portugaise à travers les mers. Lourenço, dans ce recueil c'était à la demande de la Fondation Gulbenkian, pour les 50 ans de la Fondation Gulbenkian, c'était publié par Gallimard, mais ce sont des textes qui avaient été publiés par d'autres éditeurs, dont l'Escampette. Là, c'est un texte qui critique la première aventure de la civilisation européenne, parce que c'est aussi un grand Européen, un grand esprit européen, Eduardo Lourenço, qui a pensé l'Europe. Moi, je lui dois mon engagement européen, enfin pour une Europe qui n'est pas celle de l'Occident qui existe aujourd'hui, mais une Europe de la culture en particulier. Personne, pas même les Portugais, ne pourra jamais comprendre la singularité de la culture portugaise parmi toutes les autres en Europe sans prendre en compte cette aventure dans les mers de Chine qui, bien au-delà de ses effets politiques, guerriers, économiques, fut, dans un sens nouveau, la première aventure de la civilisation européenne dans le monde. Sans exagération, nous pouvons parler alors, et encore plus par la suite, de deux cultures portugaises qui se touchent, cela va de soi, mais ne se superposent pas vraiment. Celle d'un Portugal de l'Orient, un peu aussi de l'Afrique, puis plus tard du Brésil, et celle du Portugal européen qui, du fait de circonstances connues, n'aura rien d'une culture ouverte. Égaré parmi les autres en Orient, cosmopolite avant la lettre, en tant que commerçant, marin, apôtre, pirate, trafiquant, ou réellement à l'écoute d'autres cultures en tant que missionnaires, les Portugais, à partir du milieu du XVIe siècle, se ferment à l'Europe, ou plutôt l'Europe prend un chemin qui leur est interdit, qu'ils s'interdisent. Aucune culture européenne moderne n'a connu ce double visage d'ouverture au monde, en principe sans limite, et d'enfermement symbolique par rapport à l'Europe. Il y a, dans ces quelques lignes, mais il faudrait bien sûr en lire beaucoup d'autres, il y a là aussi un début de réponse, parce que cette singulière particularité portugaise, tonalité portugaise, elle tourne aussi non seulement autour de ces mythologies, mais aussi autour de ce double mouvement, me semble-t-il, cette tension entre le fora et le dentro,
l'ailleurs et l'intérieur. Et en permanence, il me semble que l'être portugais oscille entre cet extérieur et ce rapport si, c'est pas charnel, mais enfin toujours puissant, qui ramène toujours les Portugais, même lorsqu'ils vont très loin, qui les ramène toujours vers le Portugal quand même. Enfin, là aussi, il y a une partie du mystère. Alors, parce que je ne veux pas être trop longue, une autre partie du mystère, et on ne peut pas, naturellement, quand on parle du Portugal, faire l'économie d'un mot sur la saudade, parce que une partie du mystère, elle est sans doute aussi liée à cette saudade. C'est pas pour rien que donc ce très beau livre que j'évoquais tout à l'heure, Mythologie de la saudade, est un livre qui concentre une partie de l'explication. Alors, je ne dis pas qu'il a répondu à la question, mais de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est peut-être celui qui s'est approché le plus près du mystère. Et comme le disait Mengel, qui a cette capacité intellectuelle géniale de rendre claires des idées complexes. Donc, juste quelques mots sur la saudade, en citant encore Eduardo Lourenço. Et ça, c'est un extrait d'un texte qui s'appelle « De la saudade comme mélancolie heureuse ». Les Portugais sont tellement habités par le sentiment de la saudade qu'ils ont renoncé à la définir. Au contraire, c'est sur elle qu'ils font reposer leurs secrets, ou l'essence de leur sentiment de l'existence, au point d'en avoir fait un mythe. Au fond, c'est cette mythification d'un sentiment universel qui donne à cette étrange mélancolie sans tragédie. Moi, je suis prise de vertige. Une étrange mélancolie sans tragédie. C'est génial. Enfin, il a le sens de concentrer comme ça en quelques mots ce qui pourrait donner lieu à des pages et des pages d'explications, alors que là, il trouve les mots pour faire il cristallise ça. Donc, au fond, c'est cette mythification d'un sentiment universel qui donne à cette étrange mélancolie sans tragédie son vrai contenu culturel et fait de la saudade le blason de la sensibilité portugaise. Voilà, je ne dis pas que tout est dit, je vais m'arrêter là en vous invitant, pour ceux et celles, vous êtes sans doute nombreux à l'avoir déjà lu, mais si vous ne l'avez pas lu, lisez Eduardo Lourenço. Le chant de Montaigne est celui de l'humanité, mais qui ne s'est pas encore divinisé par cette majuscule. Une humanité aux yeux déjà grands ouverts sur les mystères de la nature, en proie à des rêves de domination et de puissance dont l'enjeu est déjà la terre enfin contournée. Mais cette humanité est toujours sujette aux mêmes égarements de l'esprit, en guerre avec elle-même, au nom de vérités qui lui échappent et qui, selon lui échapperont à jamais. Son temps humain et historique fut celui des guerres de religion. Ses essais en tiennent compte, mais cette guerre extérieure est peu de choses à côté de l'autre guerre, celle que l'esprit se livre à lui-même pour saisir l'insaisissable vérité. C'est en ce lieu ouvert, mais obscur aussi, que se tient ce qu'on peut appeler la pensée de Montaigne. L'étrange pensée du refus de trancher en son âme et conscience, et avec les pouvoirs dont il peut éprouver la faiblesse plus que la puissance, à la place de Dieu, sur ce qui se rapporte indiscutablement à l'erreur ou à la vérité.
Montaigne tient à nous faire savoir qu'il ne se prend pas pour un émule de Platon ou d'Aristote. Je ne suis pas philosophe. Encore une façon peut-être plus grave de se tenir à la seule place qu'il revendique comme la sienne, celle de scribe de ses propres lumières changeantes, d'arpenteur de son labyrinthe, toujours le même et sans cesse autre. Car c'est le cheminement qui crée le chemin. Son souci n'est pas de trouver, car d'une certaine façon, avec son être tout à la fois, tout lui a été donné, mais d'inventorier les richesses que le grand donneur, Dieu, nature, lui a si généreusement accordées. Il faudrait imaginer certaines formes de sagesse orientale pour ne pas se méprendre sur le sens de la démarche de Montaigne, qui ne relève pas réellement ni sur le mode abstrait, ni sur le mode existentiel des rapports qu'entretiennent, selon les schémas classiques, la vérité et l'erreur, ou le vrai et le faux, tout autant que le bien et le mal. Il n'est ni par Médine, ni Platon, ni Saint-Augustin. Ainsi, le voir en héros d'un quelconque scepticisme, ou encore plus étrangement, comme le fait Hugo Friedrich, de l'agnosticisme, c'est l'enrôler dans un combat qui n'est pas le sien. Ces étiquettes ne conviennent pas à sa célèbre démarche ondoyante. Son rôle, ou plutôt son plaisir, est de déconstruire, en examinant, comme si c'était la première fois, ce qui tombe sur lui comme vérité ou comme erreur, comme vraisemblable ou invraisemblable, de telle façon qu'aucune représentation ne soit pour lui une contrainte. Peut-être on va appeler Emmanuel, après cette deuxième séquence. Bonsoir à tous. Tu veux le micro? À mon tour de vous dire quelques mots sur Édouard de Lorentz, cet homme hors de commun, à la fois d'origine portugaise, français universel, un homme qui était à la frontière et qui n'avait pas de frontière. Combien de fois il m'a dit, être enfermé dans les frontières, c'est être quelque part mutilé. Moi, je veux rester un homme entier et libre. Parce qu'il avait un sens de la liberté aussi fine, probablement aussi exigeante que Montaigne. Il y avait des liens forts entre Édouard et Montaigne. C'est comme ça qu'Édouard a accepté de se confronter à ces monstres avec simplicité. Il m'a dit un jour, Montaigne est un monument, moi je suis une fourmi qui gravite autour de ces monuments, mais j'accepte d'être cette fourmi. J'ai connu Édouard de Lorentz après le 25 avril à Paris en 1976. Lui a tout de suite compris l'importance politique et culturelle de ce qui se jouait au Portugal. Eduardo était l'homme de l'esprit critique et l'homme de cette capacité d'être au-delà de nous-mêmes et même au-delà de lui-même. Une fois, il m'a dit, je ne me comprends pas. C'est un effort important pour comprendre mon inconscience. Et c'est ça qui me fait vivre. Et s'il y a quelque chose de singulier en moi, c'est cette capacité, grâce à ma femme, d'essayer de temps en autre de me réconcilier avec mes contradictions, mes mythes, mes rêves, ce qui me permet de temps en autre de me réveiller et d'être dans ce monde. C'est une discussion qu'on a eue tous les deux à Paris, à l'ambassade de Portugal, avec un très grand ami à nous deux, qui était Coimbra Martins, qui a été ambassadeur de Portugal à Paris, un grand résistant, un grand intellectuel, qui a été également ministre de la Culture, et c'est à l'ambassade de Portugal, en 1976, que j'ai rencontré Édouard pour la première fois.
Cette rencontre a un tout petit peu ouvert mon esprit et j'ai lu effectivement Los laberintos da saudade. Et à partir de ces livres, j'ai compris, grâce à lui, une partie de mon identité, ou de notre identité, de notre façon à nous d'être en permanence et d'une façon constante, dehors et dedans, nous et l'autre, mais d'une façon permanente et pas en opposant les deux, parce que les deux font partie de nous-mêmes et lui, plus que quelqu'un d'autre, accompli et décrit ça. Nous avons ensuite, j'ai ensuite eu la chance de rencontrer Montaigne, de rencontrer Édouard à plusieurs reprises, d'abord au Portugal, chez lui et chez moi, parce que nous sommes à 45 km l'un de l'autre. Nous sommes tous les deux des enfants de la frontière sans frontières, des enfants de repères qui brouillent les repères. Et on a eu une grande discussion à Paris, encore une fois, là on était 4, on a essayé de comprendre quelle pouvait être, ou quelle devrait être, la place de Portugal dans l'Europe, qui était en train de nous aider à grandir et à consolider notre démocratie. Et lui m'a dit, Manu, c'est un piège à con. L'Europe ne nous apportera rien tel que nous sommes, même si nous sommes en Europe. Parce que l'Europe est trop petite pour nous. Nous sommes au-delà de l'Europe, même si on est dedans. Parce que notre existence a toujours été au-delà. Et ce qui a fait ce que nous sommes, c'est que nous avons été au-delà de cette Europe qui nous est chère, mais qui est un costume trop petit pour nous. Je suis d'accord avec lui. Nous nous sommes rencontrés ensuite à Fundão, cette petite ville du centre de Portugal, pas loin de chez lui, à côté de chez moi, toujours cette volonté d'être ailleurs et ce besoin vital de venir aux sources, à la terre nourricière, de venir dans notre nid de départ. Dans une discussion qu'on a eue à Fundão, Édouard m'a dit, nous sommes un peu comme les saumons. Nous avons besoin en permanence d'aller chercher la source. C'est notre besoin vital. Nous sommes un peu comme les cigognes, comme les hirondelles qui sont ici et ailleurs, et c'est ici et ailleurs qui fait ce que nous sommes, qui nous donne cette force de voler, de venir à la source, mais ne pas s'y noyer, de venir au nid, mais ne pas s'éterniser, de venir à la terre, mais de ne pas être prisonnier de cette terre. Ça, c'est Édouard. Et ça, c'est aussi un peu moi. Parce que je suis assez sensible à l'humanité de cet homme. Nous nous sommes à plusieurs reprises rencontrés ici à Bordeaux, grâce à Sylviane, au carrefour des littératures. Et quand on écoutait cet homme, quand on pouvait ses paroles, effectivement, on grandissait un peu. J'ai grandi en esprit grâce à lui, pas en taille, on s'en fout. On ne mesure pas les hommes ni les femmes à leur taille, mais à leur capacité d'être humain, notre capacité d'être universelle. Et ça, Édouard y tenait beaucoup à cette dimension d'être. Lui aussi, il était petit, mais il n'avait aucun complexe de sa taille, parce qu'il était probablement un des plus grands entre les nôtres. Ici, à Bordeaux, grâce à toi, Sylviane. J'ai eu un échange assez fabuleux avec lui. Il y a un autre homme qui m'était très cher, pour qui j'ai une immense estime, qui était Georges Sampaio. Georges était très proche d'Édouard. Georges ici était
un homme épris de liberté. Il a été maire de Lisbonne, il a été président de la République. Il était le premier président de la République qui a compris dans ses entrailles, dans sa vie, dans son être, ce que ça voulait être dire Portugal d'ailleurs, que les 6 millions de Portugais qui vivent dans le monde faisaient partie de la même nation, qu'il n'y avait pas de frontière entre les 10 millions de Portugais au Portugal et les 6 millions de Portugais de par le monde. Georges a compris ça. Il a décliné ça comme une priorité. C'est pour ça qu'au Portugal, aujourd'hui, le 10 juin, qui est la fête nationale, c'est la fête de poète Camões, mais c'est la fête des communautés. Georges a compris ça, illuminé, éclairé par Édouard. Édouard avait cette capacité de nous donner les clés, ou de nous donner les baskets, pour poursuivre notre chemin, ou pour ouvrir les portes et les fenêtres, parce qu'il avait horreur d'être enfermé à quelque part. Ma dernière rencontre importante avec Édouard, c'était toujours à Fondant, comme les saumons, comme les hirondelles, de temps en temps, on a ce besoin d'aller à la source, d'aller au nid, d'aller à la terre de Lucière. Nous nous sommes trouvés en 2017 et 2018 à Fondant, à Saint-Rougal, dans une grande rencontre qui s'appelait les labyrinthes de la mémoire. C'était lui qui nous a donné le titre et nous avons organisé la ville de Fondant, le comité Sousa Mendes et le journal de Fondant avec la ville de Saint-Rougal aux labyrinthes de la mémoire de l'immigration. J'ai eu la joie, le plaisir, la chance d'animer à Fondant, dans le casino de Fondant, un débat, on va dire, unique entre Édouard de Lorrain et Gérard Blanc, l'homme qui a photographié l'immigration portugaise, l'auteur effectivement, pour une vie meilleure, les plus belles photos des Portugais en France et les meilleures photos de 25 avril ont été faites par Gérard de Blancourt, qui était haïtien et que lui aussi aimait le Portugal. Il y a eu une rencontre qui a duré une éternité dans le casino de Fondant entre ces deux monstres, un monstre de la photo, Gérard de Blancourt, et un monstre du savoir, Édouard de Lorrain, et c'est votre serviteur, qui a permis à ces deux êtres uniques, spéciaux, de parler ensemble. Donc Édouard, avec qui j'ai beaucoup partagé, Édouard avec lesquels je me trouve en communion encore aujourd'hui, a éclairé mon esprit et notre esprit, et je pense qu'il a compris, avant tout le monde, ce que ça voulait dire le danger d'une culture américaine, d'une culture transnationale sans racines. Il me disait, Manu, nous allons à la perte, parce que cette volonté d'hégémonie des États-Unis et d'une Europe complètement dominée par les États-Unis, c'est pas ça l'humanité. Ça, c'est le pognon et la puissance. Et la culture ne peut pas être un produit de consommation, parce que la culture est une partie de l'humanité et elle ne peut pas être privatisée. Elle ne peut pas être confisquée par quiconque. Il y a un magnifique livre qui s'appelle La culture, l'ère de la mondialisation, où Édouard, il y a plus de 20 ans, il a tout compris. Il nous a donné les clés, mais nous, comme des diètes, personnages, on n'a rien compris, parce que tout ce qu'il avait prédit il y a 20 ans s'est produit en puissance 10. Donc Édouard était cet homme qui était capable d'aller au-delà de lui-même pour nous donner les clés de compréhension
de notre humanité. Nous avons tenu d'abord un mémorial grâce à Sylviane avec ma présence. Aujourd'hui ici, et nous allons continuer à faire vivre cet esprit de lumière. Ces Portugais d'ailleurs et de là-bas, qui a su comprendre le monde et qui est effectivement cette lumière qui peut éclairer les ténèbres de la nuit. Parce que nous avons besoin, pour continuer à marcher sur le chemin de l'incertitude, d'avoir ces lumières. Pour conclure, je veux dire qu'Édouard a été un de ceux qui a su, ça a demandé un courage et en même temps un risque énorme de s'affronter à l'analyse de Fernando Pessoa. Édouard a fait la meilleure, la plus sublime critique de l'œuvre de Pessoa. Il a osé aller jusqu'à la Bible pour comprendre ce que Pessoa n'a pas compris de lui-même et ce qu'Édouard a un peu compris. Il nous a fait ses cadeaux. Nous avons un magnifique livre d'Édouard Lorenz de critique sur effectivement ce qui était Pessoa et les portes que Pessoa nous ouvrait et les portes que Pessoa nous donnait pour comprendre à la fois notre monde et tout ce qui est au-delà. Parce qu'Édouard, comme Pessoa, ce n'étaient pas des gens qui étaient enracinés dans leur milieu, c'est des gens qui étaient capables d'aller au-delà, être capables de se déraciner. C'est ça ce qu'il veut dire faire l'humanité. Parce que quand on est emprisonné dans nos petits costumes, quand on est enfermé dans nos petits chemins, quand on est prisonnier de nos certitudes, nous sommes déjà morts. Parce que c'est ça qui est mortifère. Donc nous reprenons quelques textes avec... voilà. Le temps que tu cherches, je vais me permettre, parce que sortir de son propre territoire, tout ce que tu viens de dire, Manuel, c'est tout à l'honneur de cette pensée et de cette pensée dont on a besoin aujourd'hui. Et comme toi, Isabelle, je ne sais pas comment dire, mais je peux improviser juste le chant qui vient par rapport à cette force et ce déracinement. Donc mes chants, là, ce que je vais faire, c'est pas dans une langue connue. Enfin, je veux dire, c'est une langue imaginaire. Donc c'est pas yiddish, c'est pas loin de là du fado, j'ai pas du tout la capacité, mais voilà. Mais j'ai envie juste de donner une note aussi. Jambon Sayen
Et bravo Manuel, chaque fois il nous surprend de par sa pugnacité, sa volonté et son franc-parler aussi. Lecteur d'Aristote, de Platon, de Saint-Augustin, de Cicéron ou de Sénèque, il en savait tout ce qu'il était nécessaire de savoir. Il n'ignorait rien du vieux combat symbolique entre l'âme à la vocation éternelle et le corps à la destination mortelle, ou encore plus métaphysiquement, des liens obscurs entre le temps et l'éternité. Mais sa tâche était plus modeste, au moins en apparence. Celle pour laquelle, en tout cas, il se sentait une vocation était de saisir au vol, mais sans défaillance, les tours et détours de sa temporalité propre, non pour appréhender son essence, vain souhait, mais pour apprendre à l'accepter, en lui donnant le droit de citer dans l'histoire de l'homme en tant que tel. Au terme de ce parcours inauguré par Montaigne, il y aura le temps perdu. Mais au début, il y a ce temps trouvé, incontournable, dont l'auteur des essais est à la fois le philosophe et le poète, mais surtout le nouvel Édipe aux prises avec une énigme qui fait corps avec son maître, énigme pouvant être décrite, mais pas résolue. Les essais peuvent être tenus pour la première phénoménologie spontanée de l'homme comme temps. Du même coup, Montaigne détourne l'écriture de son emploi universel de moyens de connaissance interchangeables, ou de double spirituel de notre parole signifiante. Par là, il la convertit en invention d'écriture nouvelle sans objet, car celui auquel il la réserve, la peinture de soi, une fois épuisée la poétique de la ressemblance qui la justifie, ne peut être atteint. En somme, Montaigne a inventé la littérature au sens propre et dans le même mouvement, cet exercice sans vraie matière que nous nommons la critique. La critique. Si l'on écarte la dimension anecdotique à laquelle nous devons par endroits des coups de sonde inoubliables dans le tréfonds de ce que l'on appelle l'âme humaine, le vrai sujet des essais n'est autre que l'acte, entre tous justifiable et mystérieux, d'écrire le plus intransitif et fantomatique de nos actes. Personne avant lui n'avait pu ni su donner un corps à l'irréel, car personne, comme cet éternel enfant vieilli, n'était né par les jeux du hasard et de la chance à l'intérieur du livre, en l'espèce, les métamorphoses d'Ovide. Bible profane et sulfureuse des improbables changements de la forme que nous appelons humaine. À première vue, l'aventure littéraire, mais elle est un peu plus que cela, de Montaigne, ressemble à celle à venir, toute proche de la sienne dans le temps, celle de Don Quichotte. Pour tous les deux, la naissance a lieu à l'ombre, ou plutôt à l'intérieur du livre. Mais la démarche est inversée. Don Quichotte veut que la réalité se conforme au texte, où sa vie idéale est déjà vécue. Cette vie idéale, d'ailleurs, ne lui appartient pas en propre. Elle est la forme pure de la réalité dont le modèle n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'a bien compris Unamuno. Il faut faire descendre la vérité du ciel sur la terre au moment où elle s'éloigne. La défaite et la désillusion sont assurées. Assurées d'avance. Et Montaigne, l'enfant ébloui et enchanté par les métamorphoses comme nos enfants par Tintin, l'adulte trouvant chez Sénèque et Platon sa nourriture idéale, lit et découvre le livre comme livre, autrement dit comme jeu et fiction. mais cette fiction a la propriété de le rendre réel et de le soustraire à l'ennui ou à la contrainte des obligations qui l'empêchent d'être libre et heureux. Toute sa vie,
a été modelé par le principe du plaisir. Cet homme qui passe pour le plus attentif à la trivialité, qui voudrait presque être pris pour Sancho, est un rêveur forcené. Mon royaume pour un cheval, Est une trouvaille de son plus génial lecteur. Mais sa devise fut bien moins celle, devenue cliché, de la suspension de son jugement, que celle de, mon royaume pour un coin de rêve. dans sa langue de seigneur, de sa volonté et de ses mots, il a appelé ce coin de rêve, Son arrière-boutique. ce lieu où il peut se retirer à loisir, ce lieu que personne d'autre ne peut occuper, espace de nudité du corps ou de liberté de l'esprit, pure et bienheureuse solitude. Comme un livre, précisément. Je crois que personne avant lui n'a su, avec une aussi parfaite science, que sont les livres qui nous lisent. Il en va de même de la parole qui ne vit que de l'écho qu'elle suscite. La parole est moitié à celui qui parle, Moitié à celui qui l'écoute. toutefois, pour se dire le plus universellement possible, il faut s'écrire. Il faut devenir livre, moins pour s'écouter que pour écouter l'autre, le monde ou l'autre soi-même auquel nous n'accédons qu'en transcrivant de la façon la plus directe et la plus drue le livre que nous sommes. Ce n'est pas la réalité qui attend du livre son salut, comme le croit Don Quichotte. C'est le livre, quand il retrouve dans le réel sa fiction qui nous libère, tous ensemble, de la réalité et de la fiction. Ce que Montaigne a compris, c'est qu'aucune réalité n'est plus fictionnelle que notre propre réalité, que le livre, qui aurait un tel dessein, Comme c'est le cas des essais. serait sur le mode de l'antifiction délibérée, le plus fictionnel des livres. On ne peut pas terminer ce moment d'hommage à Édouard sans rappeler une autre page de son histoire. Édouard était un combattant, un résistant contre le fascisme. Il est venu en France. La première ville qu'il a visitée, c'était Bordeaux. En 1949, il a rencontré ici sa femme, celle qui va devenir sa femme. Donc Montaigne était un résistant. Montaigne a vécu avec beaucoup d'émotion le 25 avril au Portugal, la révolution et la révolte, on va dire la libération de ces peuples opprimés au bout de 48 ans de fascisme. Édouard avait une grande tendresse pour José Afonso. Et Édouard me disait, je sens en moi une vibration quand on écoute Grande la Villa Morena, qui symbolise toute l'énergie d'un peuple, toute l'espérance d'un peuple, mais au-delà d'un peuple, parce que le 25 avril a été la libération du Portugal, mais a été également la libération des pays, des ex-colonies. Une partie de l'Afrique a trouvé sa liberté et son indépendance. Et le 25 avril au Portugal joue aussi un rôle important dans la chute, 10 mois plus tard, du régime fasciste en Espagne, parce que la dictature franco-sanguinaire est également tombée quelques mois après, et donc c'est toute la péninsule ibérique qui retrouve la lumière, la démocratie et l'espérance. Au nom du combat d'Édouard pour la liberté, pour la démocratie, pour l'esprit critique, je vais vous demander si vous avez envie de chanter avec moi Grande Villa Morena, parce qu'Édouard aimait vraiment beaucoup cette chanson, et je vous ai appris. Grande la Villa Morena,
terra da fraternidade, o é que mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o é que mais ordena terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em que reis que não amigo, em que prosiguidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Igualdade.